Bonjour, septième partie de mon dossier consacré à Kwaidan, où je vais étudier ici le deuxième épisode du film qui est La Femme des Neiges, Yuki Onna. Cet épisode dure 43 minutes, de la 39e minute à 1h22 dans le DVD Wildside que j'ai consulté. Quant à la distribution, on a Nakadai Tatsuya dans le rôle de Minokichi, Kishi Kaiko dans le rôle de la Femme des Neiges et de Oyuki, Mochizuki Yuko dans le rôle de la mère de Minokichi. Comme dit plus haut, l'ensemble de ce deuxième épisode avait été coupé dans la version lourdement éditée de Kaidan, distribuée aux États-Unis et en Europe à l'époque, mais après le Festival de Cannes et en conséquence de la première à Los Angeles. Un choix d'autant plus étonnant que ce fragment est probablement celui jugé le plus célèbre aujourd'hui, avec celui qui le suit, Histoire de Hoichi sans oreille. Miminashi no Ishi no Anashi. Tous deux, à la différence des premiers et derniers épisodes, sont d'ailleurs tirés du recueil de l'Afkadioran Kwaidan, qui donne son titre au film. La nouvelle originelle a un titre japonais, Yuki Onna. En français, dans le recueil Fantôme du Japon, elle apparaît sous le titre La Femme de la Neige, mais l'usage est plutôt de parler de neige au pluriel. L'histoire est très courte et assez simple. Deux bûcherons, un vieil homme et son jeune apprenti Minokichi, incarné dans le film par Nakadai Tatsuya, sont contraints de travailler dans une forêt à bonne distance de leur village, ce qui implique d'emprunter un bac. Au retour, pris dans une tempête de neige, les deux hommes ont la mauvaise surprise de trouver le bac sur l'autre rive. Ils ne peuvent pas traverser la rivière. Ils se réfugient dans la petite cabane déserte du passeur, qui n'offre qu'un abri assez limité. Là, Minokichi a une vision déconcertante. Une femme d'une grande beauté, très pâle, se penche sur son maître et semble le faire périr de froid de par son souffle. La créature se tourne ensuite vers l'apprenti, mais, au prétexte, dit-elle, de sa jeunesse, elle décide finalement de ne pas le tuer comme le vieil homme. Mais elle l'avertit, s'il parle de ce qu'il a vu à qui que ce soit, elle le saura, elle reviendra et elle le tuera. Au matin, Minokichi constate la mort de son maître. Mais la Femme des Neiges, l'a-t-il vraiment vue ou n'était-ce qu'un rêve? Quelque temps plus tard, le jeune bûcheron, désormais à son compte, croise la route d'une très belle jeune fille du nom d'Oyuki. C'est là un prénom féminin assez répandu, mais le lecteur-spectateur, à la différence du jeune homme bientôt fou amoureux, ne manque pas de relever qu'il signifie neige. Les jeunes gens ne tardent guère à se marier et ils vivent heureux pendant de longues années. Oyuki donne 10 beaux enfants à Minokichi, mais reste aussi fraîche qu'au premier jour. Une nuit cependant, Minokichi se souvient de ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, l'étrange vision de la Femme des Neiges, qu'il raconte à son épouse sur le ton de l'anecdote. À vrai dire, peut-être bien de ses traditions orales aux sources des Kaidanshu. Fatale erreur, son épouse Oyuki n'était autre que la Femme des Neiges, Yuki Onna. Le bûcheron a failli à sa promesse. Pourtant, la Femme des Neiges ne le tue pas. Elle use à nouveau d'un prétexte, l'existence de leurs enfants, mais elle s'en va dans la neige et ni Minokichi ni leurs enfants ne la reverront jamais. L'histoire est d'une certaine manière sur la corde raide. Elle oscille entre la terreur et la mélancolie, une dimension que le film accentue encore. Mais finalement, dans ce dernier, ce segment prend le contre-pied de l'épisode précédent. Cette fois, nous commençons par la terreur et non le dépit, et là où l'on s'attendrait au regard de la malédiction de la Femme des Neiges à ce que l'histoire se conclue également dans la terreur, c'est finalement la mélancolie qui l'emporte et de très loin. Mais le film est globalement fidèle à la nouvelle, les variations portant sur des détails. Par exemple, le couple n'a que 3 enfants, et une dizaine d'années seulement s'écoulent entre la nuit dans la cabane du passeur et la révélation de la véritable nature d'Oyuki. Sur le plan visuel, le trait le plus saillant de cet épisode réside dans l'emploi de décors peints totalement surréalistes, qui confèrent à l'histoire une atmosphère d'irréalité prononcée. Mais ces décors sont d'autant plus saisissants qu'ils figurent des yeux en lieu et place de la lune ou des étoiles. Cela n'a bien sûr rien d'un hasard. Ce motif des yeux est associé à la Femme des Neiges et à la surveillance constante qu'elle impose à Minokichi. S'il trahit sa promesse, elle le saura. Faut-il aussi en dériver une lecture politique? Stephen Prince le croit. Si l'objet premier de ce procédé est de créer une atmosphère d'irréalité, il pense pouvoir de la sorte rapprocher Kwaidan d'autres films de Kobayashi Masaki, plus explicites sous cet angle. Il s'agirait notamment de rappeler une fois de plus l'expérience de l'armée, presque panoptique dans un sens. Les nouvelles recrues sont sous la surveillance constante de leurs aînés, qui sont sous la surveillance constante des sous-officiers, eux-mêmes sous la surveillance constante des officiers, etc. Le panoptisme d'ailleurs, de manière plus stricte, renverrait en même temps à la situation des détenus à la prison de Sugamo, Sugamo Kochisho, dans la pièce aux murs épais, Kabeatsuki Heya. L'hypothèse vaut d'être envisagée, mais elle n'a probablement rien d'assuré. Il faut noter que les yeux dans le ciel disparaissent peu ou prou après l'épisode dans la cabane du passeur, pour ne revenir de manière significative qu'au moment de la révélation de la véritable nature d'Oyuki. Cependant, cela ne signifie bien sûr pas qu'il soit véritablement absent entre ces deux moments, c'est plutôt que nous sommes amenés, comme Minokichi lui-même, qui fait celui qui ne comprend pas, à ne pas les voir.
Mais même au moment le plus heureux du segment, quand le bûcheron tombe amoureux de Yuki, les yeux sont en fait toujours là, dans le dos du bûcheron. Et lors des amours du jeune couple, le ciel a toujours une apparence artificielle. Le soleil, si c'est bien de cela qu'il s'agit, est si irréel que l'on est tenté d'y voir un œil prétendant seulement être fermé. La stylisation de ces scènes peut éventuellement emprunter d'autres voies. On relève notamment un certain goût des compositions symétriques, avec une perspective appuyée dans l'axe, ici avec les arbres essentiellement. Ainsi, dès l'intertitre, mais il y en a d'autres exemples. On notera l'œil en arrière-plan dans La figure 9. Ce procédé n'est pas sans évoquer ce que feront plus tard des réalisateurs tels Oshima Nagisa ou surtout Stanley Kubrick, dont c'est une marque de fabrique. En certaines occasions, Kobayashi Masaki approfondit enfin son usage de procédés picturaux en jouant davantage encore de la carte de l'abstraction. C'est ce qui se produit par exemple le matin suivant l'aventure dans la cabane du passeur. C'est d'ailleurs ce dernier qui constate la mort du vieux bûcheron et qui sauve Minokichi. Il découvre que l'intérieur de sa cabane est totalement gelé comme il n'aurait jamais dû l'être. Pour le spectateur, cela a pour effet d'objectiver le surnaturel face à un Minokichi qui préfère croire avoir été victime d'une hallucination. Le jour se lève sur une cascade filmée en très gros plan au point de donner l'impression d'une peinture abstraite, tandis que le ciel au-dessus relève peu ou prou du monochrome rouge. Une chose apparaît clairement dans les quelques exemples que nous avons donnés, au-delà du motif inquiétant de l'œil, la composition chromatique de l'épisode repose sur une opposition marquée entre des teintes noires, bleues et blanches pour la nuit, le froid, le surnaturel, et des couleurs très chaudes, rouges, orangées, pour le jour, l'amour, le bonheur. Cela n'a sans doute rien de bien original, mais le caractère très appuyé de cette dichotomie permet de peser la pertinence de ce que Kobayashi Masaki avait déclaré plus haut à son intervieweur Léo Bonneville concernant sa conception de la couleur pour son premier film à en faire usage. Mais il y a plus à en dire, et il nous faut revenir à la nuit où Minokichi a rencontré la femme des neiges. Kobayashi Masaki y a glissé une scène absente de la nouvelle, avant que les deux bûcherons ne cherchent à se réfugier dans la cabane du passeur, identifiée par un drapeau rouge sans doute supposé promettre la chaleur, ironiquement. En effet, alors que nous sommes en pleine tempête, avec la musique de Takemitsu Toru qui exprime le souffle avec habileté mais tout autant la terreur, là encore nous y reviendrons dans la section consacrée au travail du compositeur, nous voyons soudain Minokichi s'effondrer et se relever seul, éberlué, dans une forêt certes enneigée mais absolument pas sous une tempête battante, et le silence se fait. S'agit-il d'un rêve ? Peut-être est-il prémonitoire, car c'est le moment de l'épisode où les yeux, d'abord faussement absents, apparaissent sans plus l'ombre d'un doute, et bientôt en ombre, avec Minokichi dans le cadre qui, en cette occasion première, ne peut pas prétendre ne pas les voir. Peut-être est-ce donc ici qu'il prend, inconsciemment, la décision d'en faire abstraction par la suite. Puis Minokichi se relève à nouveau, dans la tempête, avec son vieux maître en difficulté. Les deux bûcherons se réfugient dans la cabane du passeur, laquelle baigne d'ores et déjà dans un filtre bleu caractéristique. L'emploi de ce filtre s'explique facilement, a priori. Il exprime par convention le froid et la nuit. Mais il y a sans doute une autre dimension à prendre en compte. Colette Balmain fait la remarque que le cinéma fantastique japonais a longtemps fait un usage appuyé des filtres, notamment rouges, verts et bleus, pour exprimer la survenance du surnaturel. Le scénariste Konaka Chiaki, ou Chiaki Konaka comme il se fait appeler, né en 1961, est le créateur de ce que d'autres ont appelé la théorie Konaka, qui a posé les codes de l'emploi des fantômes dans un cadre réaliste et contemporain, à la base de la J-horror dans les années 1980. Et il confirme cet usage pour le critiquer. Ma théorie consiste donc à définir ce qu'il ne faut pas faire, à partir des films qui ont été réalisés par le passé. Par exemple, ne pas introduire une lumière bleutée dès qu'un fantôme apparaît. Au Japon, on représentait les fantômes à moitié transparents, ou bien on voyait apparaître un étrange jeune garçon dans une lumière bleuâtre. L'approche manifestation de la femme des neiges pourrait donc être annoncée ainsi, même si elle est certes de toute façon une créature du froid et de la nuit, ce qui rend le questionnement plus ambigu à l'espèce. Et il en ira de même quand le filtre bleu reviendra brusquement à la fin de l'épisode. Nous aurons l'occasion de revenir sur la question de la transparence, mais pour l'heure, la femme des neiges, incarnée par Kishi Kaiko, apparaît très concrète, parfaitement matérielle. Ainsi que nous l'avons mentionné plus haut, elle est tout à fait conforme au code de sa représentation dans le Yoraitsu. D'une manière qui fait écho à la représentation des femmes dans les cheveux noirs, Kurokami, elle apparaît en outre de dos, et de sorte que nous ne distinguions tout d'abord que son abondante chevelure noire. Et il en va de même quand nous la voyons se pencher sur le vieux bûcheron, et, de son souffle, le geler et aspirer en même temps son sang, du moins est-ce ce que l'on dira d'elle plus tard dans l'épisode. Minokichi assiste à la scène en témoin muet, pétrifié par l'effroi. La femme des neiges n'en remarque pas moins sa présence et se retourne lentement vers lui, avec des gestes rigides qui contribuent à témoigner de son caractère surnaturel, outre que les couleurs sont ici particulièrement appuyées et tranchées, et donc irréelles. Si les yeux seront bientôt l'organe associé au personnage,
Lors de cette première rencontre avec Minokichi, c'est sa bouche qui est mise en avant, dans un très gros plan où l'on devine un sourire sadique, carnassier, tandis que d'une voix très faible, grave, faussement douce, l'épisode était jusqu'alors totalement muet, elle annonce qu'elle épargnera le jeune homme, à charge pour lui de ne rien dire de ce qu'il a vu, à qui que ce soit. Après quoi, la tempête ayant cessé et Minokichi ayant survécu, la femme des neiges, Yuki Onna, cède la place à Oyuki, en même temps que les teintes froides et obscures de la nuit et de la tempête cèdent la place aux teintes rouges et orangées de la passion. Kobayashi Masaki a choisi de filmer la première apparition de Yuki, mais aussi sa rencontre avec Minokichi, de très loin, dans une composition très soignée, où les yeux dans le ciel ont été remplacés par quelque chose qui ressemble à des lèvres. Puis un plan plus rapproché montre les deux personnages côte à côte et semble déjà témoigner du coup de foudre, de manière finalement très canonique, mais sur un fond très abstrait et qui annihile toute perspective, donnant l'impression d'une scène en deux dimensions. La nouvelle de Lafcadio Hearn est très pudique. L'amour des deux jeunes gens, de manière assez révélatrice en même temps des us de la société japonaise, semble presque passer au second plan, l'essentiel étant qu'Oyuki plaît à la mère de Minokichi. Cette dimension n'est pas absente du film. La grand-mère elle-même multiplie les compliments et, au retour d'une scène touchante où Oyuki et ses trois enfants, pris devant la tombe de la belle-mère et grand-mère, trois commères amicales, admiratives de l'éternelle fraîcheur de la jeune femme, sans la moindre rancœur, il faut sans doute le noter, ont cet échange. Elle est morte en louant sa bru. Le cas est rare. C'est vrai. C'est exceptionnel. Ça n'arrive jamais. La scène est d'une légèreté dont le film ne montre que peu d'autres exemples, mais avec un à-propos certain. Cependant, dans le film, la passion de Minokichi est beaucoup plus explicite. Avant le mariage, nous voyons le jeune bûcheron contempler les jambes de sa future épouse avec un contentement un peu salace. Plus tard, après quelques plans d'un style assez naïf montrant le bonheur des deux amants qui courent dans les champs, en riant, il embrasse les seins nus de la jeune femme tandis qu'ils sont couchés dans l'herbe. Pas de quoi qualifier ces très brefs instants de véritablement érotiques, mais ils suffisent à inscrire dans le récit une dimension charnelle qui était totalement absente de la nouvelle. Mais nous en arrivons à la scène durant laquelle Oyuki révèle sa véritable nature en raison de la rupture de sa promesse par Minokichi. Il s'agit tout d'abord de justifier le fait que le bûcheron parle à son épouse de son aventure. Comme dans la nouvelle, cela vient de ce qu'il réalise enfin la ressemblance entre la femme des neiges et son épouse. Une illumination tardive que les circonstances rendent un peu suspecte. En effet, dans la nouvelle comme dans le film, Oyuki invite son époux à parler et donc à fauter. La ressemblance est établie très simplement, en faisant de nouveau appel au filtre bleu appliqué au visage d'Oyuki. Mais une fois cette correspondance établie, le plan intérieur sur la bouche de la femme des neiges est remplacé par un plan sur ses yeux, en toute logique puisqu'il s'agit du point culminant de la surveillance permanente exercée par la créature surnaturelle sur son naïf époux. Puis le filtre bleu disparaît le temps que Minokichi fasse son récit à l'invitation de son épouse. Celle-ci attend qu'il en ait fini avant de révéler sa vraie nature. Le filtre bleu revient, le souffle de la tempête aussi, non pas un souffle réaliste mais un effet de la composition de Takemitsu Toru. La surprise vient de ce que la femme des neiges ne se montre pas cruelle, mais avant tout triste, et même dévastée. Cela apparaît clairement sur ses traits quand elle s'avance devant son époux et dit qui elle est. Elle conserve alors les vêtements et la coiffure de Yuki. Mais bientôt elle reprend tous les atours de la femme des neiges, menaçante, coiffure, vêture, mouvement rigide. Pourtant, comme dans la nouvelle, la femme des neiges ne réalise pas sa menace. Prenant prétexte de l'existence de leurs enfants, elle fait le choix de ne pas tuer Minokichi. Il doit cependant y avoir une sanction. Bien qu'il lui en coûte visiblement, elle consistera à abandonner l'époux naïf et leurs trois enfants, à jamais. Qu'ils prennent soin d'eux, sinon... Vaine menace? Une de plus? Quoi qu'il en soit, la créature que nous avions d'abord vue cruelle et impitoyable, prenant la vie d'un vieillard sans plus de façon, s'avère en dernière mesure un avatar de la femme trompée, Wronged Woman, et qui plus est, un avatar qui ne se venge pas, mais qui subit le poids de la tromperie, le lot des femmes japonaises au cinéma. Minokichi est lui aussi dévasté, bien sûr. Après avoir assisté au départ de son épouse, forme fantomatique qui a traversé la porte fermée et disparaît au loin entre deux mondes dans un ultime œil de mauvais augure, la malédiction finalement est de savoir, le pauvre bûcheron s'effondre, et cruellement un projecteur est alors braqué sur lui, dont la lumière impitoyable le fait paraître plus faible encore, honteux, humilié. Mais si l'épisode précédent se concluait sur un arrêt sur image qui ne laissait guère de doute quant au dénouement, la femme des neiges se conclut sur une séquence plus ambiguë. Nous avions vu Minokichi confectionner des sandales pour son épouse et pour leurs trois enfants. Elles constituaient à vrai dire le symbole de leur bonheur conjugal, même dans une situation financière précaire. Après le départ de la femme des neiges, Minokichi vient déposer les sandales de son épouse dans la neige devant sa maison, et, après quelque temps, les sandales disparaissent, non pas sous la neige qui tombe, mais dans l'absolu, car leurs traces demeurent. Que faut-il en conclure?
Est-ce la femme des neiges qui les a malgré tout emportés, ce qui pourrait laisser entendre qu'une fois de plus elle n'accomplirait pas sa menace? Ou bien est-ce Minokichi qui les a enlevés, finalement résignés? Nous ne trancherons pas, et d'autres hypothèses sont peut-être envisageables. Suite au prochain épisode.